Ce qui se trouve ci-dessus est indispensable pour un confinement optimal. Poursuivez. Chapitre 1 Manoir. Numéro de l'objet nul. Classe confinée. Procédure de confinement spéciale. Le département des analyses a été chargé de la récupération annuelle de cette civile. Chacun d'entre eux est destiné à être témoin de la procédure septuple. Ils doivent être amenés le plus rapidement possible au manoir d'Albright le 30e octobre. Leurs profils biologiques doivent être soumis au département médical au moins 3 semaines avant cette date pour analyse. Chaque témoin doit être mis sous sédatif de façon à ce qu'ils se réveillent tous le 31e octobre vers minuit. La procédure septuple se déroule généralement avant le lever du soleil. Toutes les entrées du manoir d'Albright ont été scellées, barricadées et condamnées, à la seule exception du puits souterrain utilisé pour accueillir chaque témoin. Ce dernier est dissimulé dans la cave de la bâtisse. Les chaînes restent tendues. Le manoir d'Albright a été équipé de dispositifs de surveillance permettant au personnel d'être témoin de la procédure septuple jusqu'à son achèvement. Un poste de contrôle situé hors des lieux doit compter au maximum un spécialiste du confinement et 2 membres du personnel de classe D. De fausses procédures de confinement doivent leur être communiquées. Le spécialiste du confinement doit rapporter les événements qui se produisent dans le manoir au fur et à mesure de leur apparition et peut être remplacé par un classe D si nécessaire. Conformément aux directives du comité d'éthique, le personnel survivant à la nuit doit être éliminé par introduction de molécules de sarin dans l'avant-poste. Le 1er novembre, une équipe de nettoyage sera envoyée pour récupérer, dans la mesure du possible, les dépouilles de chaque témoin. Si des difficultés surviennent lors de la récupération, tous les corps doivent être considérés comme étant la propriété du manoir d'Albright. Ils seront utilisés lors d'événements futurs. Les corps extraits avec succès doivent être incinérés dans le crématorium situé derrière la propriété. Des casques anti-bruit seront fournis au personnel affecté à l'incinérateur. Pendant le reste de l'année, le personnel doit se tenir à l'écart de toute surface où figure la phrase « C'est ici que j'ai perdu la ». Chapitre 2, vous me complétez. Description. La dépouille démembrée d'une certaine Jacqueline Holcroft est affectée par plusieurs anomalies disparates. Les effets sont apparus à un moment indéterminé après son agression et son meurtre par 6 agresseurs inconnus le 6 juin 2006 et persistent encore à ce jour. Les témoignages des personnes touchées par ces anomalies suggèrent que leurs effets pourraient être neutralisés si chaque partie de Holcroft était récupérée et enterrée. Les personnes se trouvant à proximité d'une partie de la dépouille de Holcroft ou qui ont connaissance de la nature du crime responsable de sa mort sont susceptibles de subir leurs effets. Cela comprend des hallucinations visuelles. Les sujets rapportent systématiquement avoir vu une femme nue et ébouriffée, présentant de profondes lacérations au niveau de ses membres. Ces blessures correspondent à celles subies par Holcroft lors de son démembrement. Le plus souvent, la silhouette apparaît dans la vision périphérique des sujets, immobile, serrant son abdomen. Elle disparaît lorsqu'un essaie de la regarder de plus près. Hallucinations auditives, il s'agit principalement de chuchotements et de gémissements inintelligibles. En de rares occasions, les sujets peuvent reconnaître des plaidoiries et des supplications. Dans ces cas, les sujets sont généralement appelés par leur nom. 6 sujets ont rapporté avoir entendu une chanson inconnue, chantée sur l'air de Brille, Brille petite étoile. Hallucination olfactive, essentiellement une odeur de liquide amniotique. Les effets provoqués par la dépouille de Holcroft persistent jusqu'à la mort du sujet. En général, ils sont amplifiés par le développement d'effets secondaires qui se manifestent à l'anniversaire biannuel 6 mois de l'exposition du sujet. Les effets secondaires comprennent, entre autres, la découverte de parties de corps et d'organes, doigts, yeux, dents et cheveux seront trouvés de manière aléatoire à proximité du sujet.
Elles sont généralement découvertes lorsque le sujet ouvre un tiroir, soulève un abattant de toilette et dans d'autres endroits discrets comme sous l'oreiller du sujet ou dans ses repas. Tous ces objets disparaissent lorsqu'ils ne sont plus observés. La présence intrusive d'une femme sale et nue dans tous les médias où apparaît le sujet souvent obscurci ou éloigné. L'analyse des images les plus nettes a révélé que ladite femme est en réalité la recomposition de la dépouille de M. Holcroft. Hormis les blessures qui montrent qu'elle a été démembrée, son corps présente une seule et grande plaie verticale partant de sa poitrine jusqu'à ses organes génitaux. Une peur irrationnelle que les chaînes se relâchent. Une paralysie du sommeil. Au cours de ces événements, les sujets ont signalé la présence de multiples silhouettes obscures qui les maintiennent et les mutilent. Unilatéralement, avant de reprendre pleinement connaissance et de retrouver le contrôle de leur corps, les sujets affirment ressentir une douleur intense dans leur intestin et la disparition d'un élément vital de mise à jour. Le suivi des rapports d'activité anormale et de décès de civils a permis de retrouver les 206 os du corps de M. Holcroft. Les ossements ont été enterrés dans le caveau de la famille Holcroft à Crest Glen. À l'issue des funérailles, tous les participants à la cérémonie ont spontanément subi une éviscération. Depuis lors, les sujets vivant précédemment touchés par les effets de la dépouille de M. Holcroft ont rapporté ne plus subir de phénomènes anormaux. Cependant, chacun d'entre eux s'est avéré être stérile. De plus, un sujet ayant une descendance en vie a signalé la disparition d'un de ses enfants. Malgré tous nos efforts, aucun de ses enfants n'a été retrouvé. Il est à noter que cela n'a eu aucun effet sur la présence de M. Holcroft au sein du manoir d'Albright. Description rédigée par le chercheur Exploration. Enregistrement vidéo. Lieu Crest Glen, au Kansas, environ 3125 habitants. Note 5 membres de la force d'intervention mobile Epsilon 5 Pentacle ont été envoyés dans la ville de Crest Glen suite à son emprise par un épais brouillard et la disparition apparente de tous ses habitants. Ci-après, vous trouverez un enregistrement des phénomènes qui se sont produits dans la ville tels qu'ils ont été enregistrés par la caméra d'intervention de Joybat E5 Début de l'enregistrement. La caméra s'active. E5 est assise sur la banquette arrière de la Jeep de la force d'intervention. Les membres de Pentacle procèdent à une vérification sommaire du micro pendant qu'ils s'approchent du périmètre de la ville. Après 2 minutes de bavardage peu utile, il est décidé de continuer le trajet en véhicule. Les chaînes dans la route se brisent facilement en dessous des roues de la Jeep. E5 observe par la fenêtre la forêt alentour laissée place à une épaisse couverture de brume. La visibilité diminue considérablement. E5 Bravo ralentit le véhicule et continue d'avancer très lentement. Après plusieurs mètres parcourus dans le brouillard à une très lente allure, il est décidé de continuer l'exploration à pied. E5 Bravo se gare sur le bord de la route. Tous les passagers descendent. E5 Bravo coupe le moteur et fait de même. Très peu de choses peuvent être discernées lorsque E5 regarde les alentours. Une berline noire se trouve juste au nord de leur position. Elle est renversée sur le côté, perpendiculairement à la route. Son toit a été arraché. À droite, un bâtiment en briques recouvert de lierre se dresse derrière une clôture en grillage à mailles losangées rouillées. Il n'est pas possible de voir au-delà du trottoir qui se trouve en face de leur position. L'unité sort ses armes à feu et se met en position de défense à côté de la Jeep, pendant que E5 Charlie se charge de mettre en place le matériel d'imagerie. E5 Bravo taquine E5 Delta qui vient de se plaindre du silence qui règne dans leur ville natale, autrefois animée, tandis que E5 Alpha réprimande les deux frères et sœurs pour leur manque de professionnalisme. Les deux approuvent sa remarque. Le matériel d'imagerie thermique et le dispositif de visualisation SPAD modifiés pour l'occasion sont tous deux incapables de pénétrer le brouillard au-delà de ce qui peut déjà être vu à l'œil nu. E5 Alpha déclare qu'il serait préférable de continuer sans dispositif d'aide à la vision étant donné que la vision naturelle est déjà suffisamment efficace et que tout matériel excédentaire représente une charge inutile. E5 est appelé pour enquêter sur le véhicule accidenté. Sa main traverse le champ de la caméra pendant qu'elle murmure une prière. Elle se met en route. À l'approche de la voiture, il est possible d'entendre que ses roues sont toujours en marche.
Derrière le bruit du moteur, une chanson de country impossible à identifier est entendue à la radio. En plus du toit, l'arrière de la voiture côté conducteur, auquel il manque la porte, est très endommagé. Il y a une grande quantité de sang sur le tableau de bord et sur l'airbag côté passager, désormais dégonflé. Alors qu'elle se rapproche de la voiture, la musique devient plus claire, c'est un morceau de Johnny Cash. Le chant et le son de la guitare s'arrêtent, il y a quelques interférences au moment où le musicien cite un verset de la Bible, suite à cela la radio ne produit plus aucun son. Après une inspection minutieuse du véhicule, il est remarqué que toutes les ceintures de sécurité, à l'exception de celle du passager avant qui est en lambeaux, sont restées attachées et verrouillées, y compris le harnais à 4 sangles du siège pour enfants situé derrière le siège du conducteur. E5 Eto se retourne pour transmettre ses constatations au reste de l'équipe. E5 Charlie E5 Eto s'exclame de sa disparition, suscitant l'inquiétude parmi les autres. E5 Eto ne le remarque pas, mais en bas à gauche de champ de la caméra, il est possible de voir une figure quasi humanoïde accroupie sous la Jeep. Elle se déplace rapidement et silencieusement en reculant sur 5 membres antérieurs pour être hors de portée de vue. E5 Alpha les rappelle à l'ordre. Il rassemble l'équipe et la dirige pendant qu'ils descendent la rue et pénètrent dans la ville. Tous les 4 se déplacent dans un mouvement uniforme sur le côté de la route, E5 Eto surveillant les arrières du groupe. L'équipe est guidée par E5 Delta pour traverser une ruelle. Un son grave de trompette retentit depuis le ciel. L'équipe débouche sur une rue voisine et passe devant plusieurs bâtiments. Il y a un salon de coiffure dont la fenêtre est brisée, il fait sombre à l'intérieur, cependant la lueur d'une unique lumière dans le fond du salon révèle des signes de lutte. À côté, un bâtiment en ruine dégage une fumée produite par les dernières braises d'un incendie dévastateur. E5 Delta et E5 Bravo se souviennent de la destruction de cette structure qui était apparemment leur pizzeria préférée pendant leur enfance. E5 Eto se met à parler elle aussi, s'interrogeant sur l'absence de cadavres. E5 Bravo réplique avec sarcasme avant que le trio ne soit réduit au silence par Alpha qui entend quelque chose. Au loin, il est possible d'entendre un léger bêlement. Au fur et à mesure que le groupe progresse, on peut voir une silhouette accroupie dans la brume de l'autre côté de la rue. E5 Alpha avance, arme à portée de main. Il rencontre un agneau couché dans l'herbe du jardin d'une maison à 2 étages. Le chiffre 5 est peint en bleu sur sa toison. L'animal bêle et pleure, il est visiblement angoissé par leur présence. Il se relève en tremblant comme s'il allait prendre la fuite, mais s'effondre rapidement. Du sang séché recouvre le sol autour de la zone où il se couche. E5 Delta s'approche de l'animal pour s'occuper de lui, son frère se moque d'elle en faisant semblant d'être gêné. Elle découvre que l'agneau est pourvu d'un petit objet métallique logé dans chacun de ses sabots arrière, lui causant beaucoup de douleur et l'empêchant de s'échapper. E5 Eto fait le tour des environs, arme à la main, tandis que E5 Delta s'agenouille à côté de la bête pour la caresser et la rassurer. La brume empêche de voir plus loin qu'une camionnette abandonnée. E5 Eto demande s'il ne serait pas préférable d'euthanasier l'agneau à ce moment. À la limite du champ de la caméra, on peut voir que l'animal convulse brusquement de la tête aux pattes. E5 Delta a les yeux rivés sur le chef de l'équipe à ce moment et n'a donc pas immédiatement conscience de la menace soudaine qui pèse sur elle. E5 Eto se retourne et commence à courir vers elle, tandis que E5 Bravo crie pour avertir sa sœur qui finit par voir le comportement de la bête et s'en éloigner. Elle tombe sur la pelouse en trottinant à reculons. E5 Alpha pointe l'animal avec son arme et tire. E5 Eto brandit son arme, mais n'est pas bien positionné pour pouvoir tirer sans toucher E5 Delta qui recule. Malgré les dommages considérables qu'il a subis au niveau de la partie centrale de son corps et les boyaux qui se sont répandus sur la terre meuble, l'animal reste debout et continue de convulser, bêler et crier. Ces hurlements prennent rapidement une tonalité humaine qui se transforme ensuite en les mêmes voix émises par les corps qui ont été envoyés au crématorium du manoir d'Albright. E5 Bravo se penche pour aider sa jumelle à se relever. E5 Bravo rattrape sa sœur alors qu'elle tombait en arrière, ses pieds semblent bloqués dans une position fixe. E5 Eto baisse son arme et se précipite vers E5 Delta. Elle regarde vers le sol et remarque que 2 gros outils en métal sont sortis du sol, transperçant les 2 pieds de E5 Delta.
Les deux mystérieux objets possèdent chacun une partie supérieure ronde et épaisse ne permettant pas de soulever E5 Delta pour dégager ses pieds. E5 Leto s'empresse de lui expliquer la situation tandis qu'elle saisit la partie supérieure de l'un des objets et tente de l'arracher pour libérer sa coéquipière. E5 Alpha continue de concentrer ses tirs sur l'entité alors que ses hurlements deviennent de plus en plus forts. Des cris en écho peuvent être entendus au loin à plusieurs endroits. E5 Bravo, qui serre sa sœur dans ses bras, crie un juron. Il dégaine son arme de poing d'une main libre et la brandit en tremblant devant des ennemis invisibles. E5 Alpha recharge son arme. E5 Leto lève les yeux des deux gros outils en métal. L'entité est maintenant une carcasse méconnaissable et couverte de sang. Elle se redresse. Des ailes en cuir se déploient dans son dos. Elle fait battre ses ailes et commence à s'élever au-dessus du sol. Ce faisant, on constate que ses pattes arrière sont enfoncées dans la terre. E5 Leto crie pour rassurer sa coéquipière et redouble d'efforts pour la libérer. Les outils métalliques sont tirés vers le bas et sectionnent le bout de l'index droit de E5 Leto. Le sol se dérobe sous les pieds de E5 Delta, l'enfonçant dans la terre jusqu'aux chevilles. E5 Bravo lâche son arme et saisit sa sœur par-dessous les bras pour la remonter tandis qu'elle est enfoncée dans le sol jusqu'aux genoux. E5 Leto essaie de l'aider à se libérer. Pendant qu'ils se débattent, on peut voir l'entité battre furieusement des ailes et elle s'est élevée à un demi-mètre au-dessus du sol. Elle tire sur ses pattes arrière désormais très allongées qui restent enfoncées dans le sol. E5 Delta est enfoncé jusqu'à la taille. On peut entendre des bêlements tout autour de l'équipe. E5 Alpha ordonne aux deux agents d'abandonner E5 Delta et leur demande de faire feu pour se protéger. De courtes rafales concentrées sont tirées par le chef de l'équipe dans plusieurs zones de la brume où apparaissent des silhouettes sombres. E5 Delta hurle et crie à l'aide, elle est maintenant enfoncée dans le sol jusqu'à la poitrine, empêchant le duo de la retenir plus longtemps par le torse. E5 Leto dégaine son arme de poing, vise E5 Delta et annonce vouloir la libérer de ses fonctions et achever ses souffrances. E5 Bravo, qui tient désormais fermement la main de sa sœur pour la tirer de toutes ses forces, menace E5 Leto de la tuer si jamais elle appuie sur la détente. Plusieurs agneaux peuvent être aperçus dans le brouillard. Chacun boite lentement vers le groupe. E5 Alpha ordonne à nouveau à ses subordonnés de battre en retraite pendant qu'il les protège de la menace qui s'approche. E5 Delta s'enfonce de plus en plus profondément. Seule sa tête et ses bras sont restés à la surface du sol. E5 Leto demande la permission de tirer à E5 Alpha. E5 Bravo tente de les effrayer en hurlant. Un léger grondement se fait entendre alors que E5 Delta se fait rapidement entraîner sous terre. Perdant prise, E5 Bravo est entraîné vers l'avant et tombe la tête la première sur le sol. Il hurle de rage et se met à creuser le sol. E5 Leto se retourne et voit l'entité s'élever de plus en plus haut du sol, tirant ses pattes arrière hors de la terre. Ses sabots, tout comme ses pattes arrière, sont très allongés. Ils brillent d'un éclat métallique. Au fur et à mesure qu'il s'élève, on peut voir des pieds humains faire surface, transpercés par les sabots de l'animal. Le corps nu de E5 Delta est lentement déterré. Sa corps est mou. E5 Bravo hurle toutes sortes de grossièretés et se saisit de son fusil, puis ouvre le feu. La bête frémit au fur et à mesure qu'elle encaisse les balles. Elle vole de façon instable, emmenant le corps de E5 Delta au-dessus de l'équipe. Le haut de son corps est enveloppé dans la brume, on ne distingue que le cadavre de E5 Delta se balançant pendant que la bête le transporte. Elle balance ses sabots en arrière puis les fait revenir rapidement en avant. Elle envoie le corps de E5 Delta contre un poteau téléphonique proche où il se retrouve pendu par les pieds. Ce qui reste de l'entité ainsi que les agneaux qui entourent maintenant l'équipe se dissipent dans le brouillard tandis que les trompettes retentissent à nouveau. Les radios de E5 Alpha demandent un rapport de la situation et ordonnent à l'équipe de poursuivre sa descente dans la ville. E5 Leto est occupé à mettre un bandage sur son doigt. Malgré le refus de E5 Alpha, E5 Bravo essaie de monter au poteau téléphonique pour déloger le corps de sa sœur. Il ne parvient pas à escalader la structure et après deux autres tentatives, il se plie aux ordres de E5 Alpha. Le trio quitte les lieux. Il parcourt le quartier avec
prudence pendant les 20 minutes qui suivent, guidés par les indications de E5 Bravo. Les derniers instants chaotiques de la ville deviennent de plus en plus visibles au fur et à mesure qu'ils avancent, de multiples véhicules accidentés parsèment les routes et les pelouses des quartiers. Des alarmes de maisons et de voitures retentissent au loin. La brume se mélange à la fumée des bâtiments en feu. On peut entendre des pleurs à intervalles irréguliers. Leur source n'est pas trouvée. C'est alors que les membres restants de Pentacle passent une clôture en fer forgé. E5 Alpha fait état d'odeur de pourriture. E5 Bravo exprime son inquiétude. Bien que l'on ne puisse pas le voir depuis l'endroit où il se trouve, sur le trottoir à côté de la clôture, E5 Bravo explique qu'il passe devant l'école primaire de la ville. E5 Alpha pousse un juron. Une silhouette humaine apparaît devant l'équipe, contre la clôture, à l'ombre d'un arbre. À mesure qu'il s'approche, il devient évident qu'il y a plusieurs silhouettes du même genre chevauchant la clôture à l'ombre d'un saule pleureur, dont les branches s'étendent au-dessus de la clôture depuis la cour de l'école. Chaque silhouette est nue et immobile. Le trio garde prudemment ses distances, quitte le trottoir et contourne les silhouettes en passant par la rue. Il y en a 5 au total. On remarque que leurs corps sont attachés par les poignets à la clôture et qu'ils sont toujours debout. Chacun d'entre eux est dans un état de décomposition différent, leur dos déchiqueté et couvert de sang par de grandes entailles que l'on retrouve sur chaque cadavre. La cause de leur mort est, selon E5 Eto, la flagellation. Le cadavre qui se trouve au milieu est plus récent que ceux qui sont à ses côtés et les blessures sur son dos ont un autre aspect, ce qui amène l'équipe à se pencher dessus. E5 Bravo s'avance vers lui. Il sort sa gourde, l'ouvre et verse de l'eau sur le corps. Suffisamment de sang est effacé pour révéler ce qui reste d'un tatouage sur le haut du dos du corps. Il s'agit de l'insigne de l'E5 Pentacle, identifiant le cadavre comme étant E5 Charlie qui manquait à l'appel. On peut voir que les lacérations ont été faites avec précision afin de faire apparaître clairement la phrase « C'est ici que j'ai perdu 5 Alpha » interdit toute interaction supplémentaire avec le cadavre. E5 Eto regarde E5 Bravo s'éloigner des corps. Alors qu'il se retourne pour rejoindre ses coéquipiers, une épaisse liane épineuse tombe d'une branche du saule. Elle attrape immédiatement E5 Bravo en entourant son crâne, du sang coule de son visage. E5 Bravo laisse tomber sa gourde et tente de se libérer, mais est brusquement tiré vers le haut et se retrouve hors de portée de vue. On peut entendre des os se briser par-dessus les cris de E5 Bravo. Ces deux sons ne durent que très peu de temps avant que les trompettes ne retentissent à nouveau. Du sang et des viscères tombent de la cime de l'arbre. E5 Alpha attrape E5 Eto par l'épaule, les deux battent en retraite. Les agents dévalent la rue dans la direction d'où ils sont venus. On peut entendre des bêlements et des cris en réaction à leur décision, bien que les agents ne rencontrent aucun obstacle. Sans la connaissance de la ville des jumeaux et compte tenu des facteurs de stress ambiant, les agents prennent un mauvais virage au bout de plusieurs minutes. Ils empruntent malgré eux une rue adjacente qui mène vers le centre-ville. Aux limites de leur champ de vision, de tous les côtés, on peut apercevoir brièvement des visages dans la brume. Ils se figent pendant un bref instant avant de perdre toute forme et d'apparaître ailleurs. Des pleurs lointains se font à nouveau entendre. Les sanglots se transforment en rires. Les visages dans la brume regardent les agents qui courent tandis que ne les voient pas. Les rires cruels et moqueurs s'intensifient à mesure que le duo progresse. Quelque chose de gros remue sous leurs pieds, commençant à se libérer de ses entraves. E5 Alpha hurle de rage, brandit son arme de poing et tire dans le vide. E5 Eto s'arrête. Elle supplie son chef d'équipe de se ressaisir et de continuer. Il se comporte de façon erratique et refuse de revenir à la raison. Elle menace de le laisser derrière elle, mais il refuse toujours d'obtempérer. Elle s'enfuit seule. Les cris et les coups de feu de E5 Alpha retentissent pendant les prochaines minutes à travers les bêlements, les rires et les pleurs. Les trompettes retentissent à nouveau. Le silence règne. E5 Eto continue, coupant à travers un cul-de-sac et plusieurs propriétés avant de trébucher sur quelque chose enfoncé dans le sol. Elle crie. En regardant vers le sol, on peut voir qu'elle s'est blessée à la jambe et qu'elle saigne. Après un instant, elle se relève.
En regardant autour d'elle, on se rend compte qu'elle est tombée dans un cimetière. Elle profère 3 jurons dans son souffle, s'excuse immédiatement et récite une brève prière. Elle traverse le cimetière en boitant, utilisant parfois des pierres tombales comme appui. Devant elle, le contour d'une église devient net. Elle en fait le tour et se dirige à l'avant du bâtiment. Les marches de l'escalier qu'elle emprunte pour s'y rendre tremblent, elle pousse la porte d'entrée et s'effondre une